Bonsoir messieurs, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. On va faire le top 50 des meilleurs films de l'histoire du cinéma. J'aime cette idée. Pourquoi j'ai pas pensé avant? Bon, ce top est complètement objectif. Si quelqu'un s'y oppose, eh bien, vous avez des goûts de shot, messieurs. Non, je plaisante. Alors, je vais vous expliquer rapidement. Il y a deux critères importants pour ce top. Un, ce sont avant tout mes goûts personnels, très perso parfois, incompréhensibles. Vous allez vous dire, putain, mais pourquoi il a foutu ce film dans cette position, alors que le film juste avant était bien meilleur? Attendez-vous à des conneries. Mais également, j'essaie d'être objectif par rapport à la qualité intrinsèque, l'importance de certains films au sein de l'histoire du cinéma. Voilà, c'est important, je pense, de faire le mix entre les deux. Parce qu'évidemment, je peux pas me permettre de mettre le film que j'ai mis à la 50e position dans le top 20. Si je m'étais vraiment écouté jusqu'au bout, j'aurais pu le faire. Donc c'est pour ça que c'était compliqué, j'ai essayé de me raisonner. J'ai fait vérifier ce top par mon frère, hein, qui l'a pas vraiment validé. Il m'a dit putain mais t'oublies plein de films, il y a plein de trucs qui manquent. C'est vrai. Vous allez vous dire putain, il y a des films que j'adore qui sont pas là. J'essaie vraiment d'être le plus en accord avec mes goûts et les films les plus importants. Voilà. Mais même dans les films les plus importants, il y en a qui sont complètement absents. Écoutez, je mérite vraiment de me faire foutre, mais vraiment profondément. Bref, c'est parti messieurs pour ce putain de top 50. J'espère que vous allez apprécier, peut-être pourquoi pas découvrir des films formidables. En 50, j'ai mis, alors je voulais le mettre en 23 pour la blague, j'ai mis Les Clés de bagnole de Laurent Baffy, sorti en 2003. Je vais défendre très rapidement ce film, vous allez vous dire putain mais qu'est-ce qu'il fout dans un top 50, je vous avais prévenu. Ce film là, je ne suis pas allé le voir au cinéma pour la simple et bonne raison que l'affiche, moi à l'époque j'étais vraiment très réfractaire quand je voyais qu'on se foutait de ma gueule ouvertement, et là c'est vrai que l'affiche était « N'allez pas voir ce film, c'est une merde ». Je déconne pas, c'est vraiment ce qui était marqué sur l'affiche. Donc ça m'a refroidi à mort, j'y suis pas allé. Mais plus tard j'étais à Dauphine, un an plus tard j'étais à Dauphine. Très sérieux, un établissement très sérieux, faut se tenir à carreau, petite chemise, petite cravate. Moi évidemment je n'étais pas habillé comme ça. Mais ce qui était très étonnant c'est que la plupart des gens étaient vraiment avec un putain de balai dans le cul, mais il y avait un mec qui souriait quasiment jamais. Il m'a dit j'ai trop rigolé devant ce film Les Clés de bagnole. Mais que ce mec là me dise ça, qu'il me dise qu'il s'est marré, j'arrivais pas à le croire. Parce que ce mec jamais en cours une seule fois il s'est marré. Donc je me suis dit tiens je vais découvrir, donc j'ai acheté le DVD au Virgin Megastore Champs-Élysées, je me rappelle encore. Je suis rentré chez moi, je l'ai mis, et je me suis fendu la gueule mais comme pas possible. J'ai adoré Les Clés de bagnole, parce que si on regarde ce film, on peut se dire c'est un énorme navet. C'est fait exprès, hein, c'est fait exprès que ça soit un navet. Mais en fait c'est vachement bien foutu, il y a un travail monumental derrière qu'on voit pas à la première vision. Il y a plein de petits trucs cachés partout. C'est une vraie réflexion sur ce que c'est de faire du cinéma. On voit que Laurent Baffy, qu'on connaissait juste comme un mec qui faisait des gags et qui avait beaucoup de réparties à la télé, a vraiment une connaissance du cinéma. En fait il se démerde mieux en réalisateur que 99% des réalisateurs actuels en France quoi. Même maintenant, hein. Je vais vous dire franchement Les Clés de bagnole, c'est clairement une des meilleures comédies françaises de ces 20 dernières années, mais sans problème, il est excellent. Mais rien que le début c'est excellent quand il va voir les producteurs, les acteurs qui disent non. Avec le recul maintenant que je sais qu'ils ont tous accepté de dire non, c'est moins drôle, mais la toute première fois quand j'ai vu ça, j'ai vraiment cru que c'était vrai. Bon j'étais plus jeune aussi, un peu plus naïf. Et même le reste du film, comment c'est construit, tous les petits gags, tous les petits trucs cachés, puis même, il y a des séquences où le mec s'est fait chier à louer, par exemple la fête foraine, il a loué carrément une fête foraine entière, juste pour une séquence qui dure quoi, 2 minutes? Et vous vous rendez pas compte du pognon que ça demande, du travail que ça demande, juste pour faire des conneries au final. Et c'est entrecoupé de plein de petits gags, des micro-trottoirs, son style à lui. Il y a une patte, il y a quelque chose, et c'est vraiment drôle. Voilà, donc il mérite totalement sa place dans ce top 50. En 49, l'excellent film de Tarantino, son premier, Reservoir Dogs, sorti en 92. Excellentissime, j'aurais pu le mettre un peu plus haut dans ce top, mais j'ai mis 2 films de Tarantino, vous verrez. Celui-là, je l'ai découvert dans les années 2000. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'utilisation du montage. Voilà, c'est que les séquences ne sont pas dans le bon ordre. Et moi qui avais vu beaucoup de films assez standards jusque-là quand j'étais jeune, je crois que c'est vraiment un des premiers exemples où je me suis dit « Ah, on peut monter les films dans l'autre sens. On peut inverser des séquences et du coup ça donne un vrai cachet, ça donne une plus-value. Et même quand tu revois le film, ça donne de la replay value parce que tu sais ce qui se passe à la fin et tu remets les scènes dans l'ordre, il y a un vrai jeu par rapport à ça. Puis même après l'histoire, cette histoire de gangsters... plus losers les uns que les autres, et notamment Mr. Blonde, monumental, une brochette d'acteurs exceptionnelle, et vraiment une réalisation, un découpage, 4 étoiles de Tarantino, un must. Il se retrouve seulement à la 48e place, mais l'excellent Star Wars épisode 3, La revanche des Sith de George Lucas. J'aurais pu le mettre plus haut pareil,
Je vais d'ailleurs vous expliquer maintenant par rapport à Star Wars, parce qu'il y a un autre Star Wars dans le top. Je les ai un peu déclassés parce que les nouveaux Star Wars, donc Star Wars épisode 7 et Rogue One, c'est vraiment terrible à dire, mais les derniers films m'ont sorti un petit peu de la saga. Voilà, je trouve qu'elle n'a plus la magie qu'elle avait avant, parce que vous savez, quand vous avez une saga canon, cohérente, et que les derniers films chient sur le travail effectué avant, bah ça dénature un petit peu la valeur globale du truc. Ça me fait chier. Vraiment, ça me fait chier. Et moi, j'essaie autant que possible de ne pas considérer les derniers comme canoniques, mais du coup, ça dévalue pour moi les anciens Star Wars et j'ai beaucoup de mal à m'y remettre. Mais l'épisode 3, voilà, c'est un film que j'ai adoré à sa sortie. J'étais allé le voir avec mon frère à l'époque. Champs-Élysées sans réservation, une des premières séances. Exceptionnel. Je vous avais déjà un peu parlé de ce film dans la vidéo top 10 précédente. Je vais pas rajouter grand chose, à part que pour moi c'est un des meilleurs Star Wars après l'épisode 5. En 47, le cultissime Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi de Peter Jackson, sorti en 2003. Alors moi, Le Seigneur des Anneaux, j'ai commencé à le lire en 2000, je crois, ouais, en 2000. J'avais un pote qui m'a dit il faut absolument que tu lises, parce qu'il y a des films qui vont bientôt arriver. Donc j'ai lu les 3 bouquins en un été, et c'était à l'époque, vous savez, où il y avait les Zelda, Oracle of Ages et Seasons qui étaient sortis. Et on retrouvait un petit peu une ambiance similaire entre les deux bouquins, par rapport à leur appartenance respective au genre Heroic Fantasy. Et quand j'ai découvert les bouquins de Tolkien, j'avais lu quand même pas mal de bouquins avant, je suis pas un très très grand lecteur, mais j'ai découvert un univers tellement riche, tellement précis, tellement énorme, qu'il y a des parallèles évidents avec le monde de maintenant. Je vais vous dire par exemple, ce que je trouve génial dans Le Seigneur des Anneaux, c'est le personnage de Tom Bombadil, qui est le seul personnage qui ne se fait pas corrompre par l'anneau. C'est le seul personnage incorrompu. Et je trouve que c'est très très parlant, et même dans le monde de maintenant, on peut trouver des exemples comme ça à droite à gauche de gens qui ressemblent à Tom Bombadil, parce que l'anneau finalement représente le pouvoir, la corruption, l'argent. Exceptionnel. Et Le Retour du Roi, mais d'ailleurs toute la trilogie, l'adaptation que Peter Jackson a fait, c'est juste monumental. J'étais sur le cul, je pensais pas que quelqu'un pourrait adapter ce bouquin. Quand j'ai lu le bouquin, je me suis dit il n'y aura pas de film, c'est impossible. Alors le premier film m'avait un peu déçu, parce que justement il n'y avait plus le personnage de Tom Bombadil qui était complètement éjecté du film, ils n'ont pas eu le temps j'imagine. Glorfindel était remplacé par Galadriel il me semble dans le premier film aussi, donc il y avait des changements qui me plaisaient pas en tant que fan des bouquins, mais je dois reconnaître que le travail d'adaptation global est incroyable. Je pense qu'il faut vraiment comme lire les bouquins pour comprendre complètement le background et ce que ça raconte. Les bouquins de Tolkien sont évidemment beaucoup plus riches que le résultat final, mais quand même très 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 beau boulot de Peter Jackson, enfin c'est même pas très beau boulot, c'est un euphémisme. Les deux tours pareil très déçu parce qu'il avait le cliffhanger avec Arachne, il l'a déplacé au début du Retour du Roi et c'est pas du tout ce qu'il fallait faire parce que quand tu lis le bouquin, les deux tours, je vais pas vous spoiler mais t'as un cliffhanger à la fin qui te donne direct envie de lire le 3 et en fait la résolution du cliffhanger n'arrive que très tard dans le 3. Et le truc c'est qu'il a gardé toute cette partie pour le 3, un peu dommage, mais le Retour du Roi, la générosité du film, toutes les séquences à la fin, alors oui ça traîne en longueur mais pour un mec qui a lu le bouquin, oh là là, mais le régal quoi. Et effectivement il y a Peter Jackson qui disait avant que ça sorte, vous verrez il y a des trucs qui se passent dans les 4 coins de l'écran, et c'est vrai. Tu peux revoir le film des dizaines de fois, tu vas toujours voir un truc que t'as pas vu, c'est d'une richesse inouïe, réalisation impeccable, découpage exceptionnel, une OST de Howard Shore qui est... J'en ai des frissons là, vous voyez pas mais je vous jure je vais le remater prochainement, bientôt. J'aurais pu le mettre beaucoup plus haut mais... Je l'ai pas vu depuis un petit bout de temps, mais exceptionnel le Retour du Roi, génial. Et il mérite totalement tous ses Oscars. En 46, un film que vous n'avez certainement pas vu, mais j'ai une anecdote à raconter, Les Parisiens de Claude Lelouch, sorti en 2004. Alors à la base ça devait être une trilogie qui a été annulée, parce que le film a complètement bidé, s'est fait descendre par les critiques pro de l'époque. Pourtant, c'est vraiment un des meilleurs films français que j'ai vu de ma vie. Les Parisiens, vraiment, je vous le conseille très très fortement. Il y a non seulement une vraie réflexion sur la vie, parce que vous pourrez demander à des fans de films français, vraiment des comédies, ils vont tous vous dire ouais mais c'est des tranches de vie quand même, il se passe des trucs. Mais là pour le coup, Les Parisiens, c'est d'une profondeur assez hallucinante, on sent le vécu à chaque scène, de très 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 belle musique composée spécialement pour le film, et une vraie connaissance, réflexion sur le cinéma, qui va encore plus loin que ce que faisait Godard dans les années 60. Là c'est vraiment Lelouch, pour moi c'est un des meilleurs réalisateurs français, énorme respect pour lui. L'anecdote, pour Les Parisiens, moi ce qui m'a mis sur le cul, et je découvrais, c'était le premier film de Lelouch que je voyais quand j'avais quel âge, 18-19 ans, un truc comme ça en 2004.
je vais vous raconter un truc 100% véridique. Hein. J'étais aux Champs-Élysées, au cinéma, je sais plus comment il s'appelle, le cinéma qui est tout en haut, qui est tout près de l'Arc de Triomphe. Je sais plus si c'est un UGC, en tout cas j'étais dans ce cinéma là. Vous allez voir ce qui se passe, un truc de fou, faut vraiment bien suivre. Je vais prendre le temps de raconter cette anecdote qui me semble importante. Donc le film se déroule, et dans le film, à un moment donné, il y a une mise en abîme en fait. Claude Lelouch brise le 4e mur, et il rentre dans la salle de cinéma. Et là, en fait, en matant le film, donc je vois que Lelouch, dans le film, qui rentre dans cette salle de cinéma pour parler de son film, etc. Et puis là, je suis en train de me dire, putain, c'est marrant, ça ressemble au cinéma où je suis. C'est incroyable ce qui s'est passé. Bref, le film se termine. Vous savez ce qui se passe à la fin du film? Il y a Claude Lelouch qui descend exactement de la même façon que dans son film. Et qui a refait son film. Mais en vrai, et j'ai vraiment, je crois, un des seuls, voire le seul, avec les gens qui étaient avec moi dans cette salle, à assister à ça. C'était magique, c'était monumental, parce que déjà dans le film, c'est vraiment excellent la manière dont c'est fait, mais vivre ça en vrai, t'as 2 fois le truc qui se passe, et là t'as vraiment le vrai mec qui vient, mais what the fuck. Alors pour l'anecdote, ce qui s'est passé, c'est que le film s'est fait tellement défoncer à l'époque, que Claude Lelouch s'est dit ok, bon vas-y, j'emmerde les critiques, j'emmerde vraiment tous ces mecs là, je vais faire une séance gratuite partout en France aujourd'hui. Alors c'était peut-être que sur Paris, mais je crois que c'était carrément tout en France, et moi du coup, à l'époque j'étais à Dauphine, enfin je crois que j'étais à Dauphine ou peut-être en terminale, je sais plus, et du coup j'y vais, parce que j'aimais déjà beaucoup le cinéma, j'étais vraiment un gros cinéphile, et je vois ça et je me dis tiens, putain, le mec il fait un truc gratuit, j'y vais, et je vais dans ce cinéma, allez savoir pourquoi j'ai choisi ce cinéma en particulier. Et voilà, il m'arrive ce truc là. Voilà. Donc je ne sais pas. Si jamais un jour je rencontre Claude Lelouch, je lui dirai merci pour ça parce que c'est un souvenir qui partira jamais, ça. Incroyable. Et je vous conseille énormément de films qui est bourré de vécu, bourré de finesse et dont on parle pas assez. Voilà. Clairement, c'est un très grand réalisateur et un très grand film. En 1945, E.T. de Steven Spielberg, sorti en 1982. Ça c'est un film que j'ai vu quand j'étais gosse avec mon grand-père. Et j'ai pleuré quand j'étais gosse devant ce film. C'est pour moi un des plus beaux films sur l'enfance. C'est très dur d'en parler pour moi. Je l'ai revu plusieurs fois et j'ai toujours le cœur serré à la fin du film. C'est un très beau film. Magnifique bio de John Williams. Il y a parmi ses plus beaux thèmes. Voilà, alors maintenant il y a beaucoup de films qui reprennent un petit peu cette ambiance 80s avec un groupe d'adolescents ou de jeunes, dont Super 8 de DJ Abrams qui avait essayé de faire ça, qui était vraiment très référencé d'E.T. Mais E.T. a vraiment cette saveur particulière parce que, bon déjà il y a tout le talent de Spielberg, réalisation, découpage, je sais que je me répète là-dessus mais monumental, vous savez que vraiment c'est, je crois, un des premiers films où il y a cette volonté d'un réalisateur de cadrer à hauteur d'enfant. Faites attention dans E.T. en fait, toutes les séquences quasiment sont cadrées à hauteur d'enfant parce que c'est son point de vue. On voit ça par vraiment le regard d'un enfant. Et la caméra est toujours à son niveau, donc les adultes à chaque fois sont un peu coupés ou sont en hauteur par rapport à l'enfant. Et E.T., vu qu'il est assez petit aussi, voilà, ça se concentre vraiment sur les enfants, Elliot, E.T., tout le groupe de jeunes. Génial, juste cette volonté-là de mettre la caméra au niveau de l'enfant. C'est génial et ça fonctionne à mort quand t'es gosse que tu vois ce film. Tu t'en rends pas compte, t'as pas cette analyse, t'as pas ce regard quand t'es petit. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien E.T. Voilà, et des gens devraient en fait comprendre ça, c'est ça le cœur d'E.T. au niveau de l'intention de réalisation. Et après voilà, tout ce que ça raconte, l'affect que t'as pour E.T. quand il part à la fin, monumental. Et incroyable, j'ai oublié le nom de l'acteur qui joue Elliot. J'avais regardé son audition à son âge faire ça, pleurer sur commande, pouah, exceptionnel. Très grand film. En 44, alors je vous fais plaisir, je mets un film des années 2010, il y en a très peu dans ce top. J'ai mis The Hateful Eight de Quentin Tarantino, sorti fin 2015, et chez nous en 2016 il me semble. J'ai adoré, extrêmement référentiel à The Thing, alors là, Tarantino c'est clairement sa meilleure réalisation. C'est vraiment son film le plus réussi, le plus carré, c'est exceptionnel. Rien que toute l'ouverture du début, avec cette musique fabuleuse d'Ennio Morricone, ça y est, c'est enfin payé. Un vrai compositeur, parce que c'est vrai que ce qu'on pouvait reprocher à Tarantino dans tous ses films précédents, c'était qu'il allait piocher à droite à gauche dans des vieilles musiques un peu oubliées. Là il s'est payé Ennio Morricone, le maître Ennio Morricone, qui lui a fait une BO mais monumentale.
Mais alors tout le travail de découpage du début, si vous voulez vraiment que je le fasse, je vous ferai une analyse de découpage sur Hateful Eight si ça vous intéresse. C'est incroyable ce qu'il a fait. Là tu vois que c'est un très grand réalisateur de notre époque. Non, vraiment c'est un des top réa pour moi, un maître. Puis voilà, j'adore vraiment le côté référentiel à The Thing, non seulement parce qu'il prend Morricone, il prend Kurt Russell, et même voilà le côté confiné, huis clos, dans ce chalet, avec des tiroirs partout, enfin c'est vraiment un film à énigme. Et après, qui se permettent de faire une entracte avec sa voix off, mais tu vois ça dans quoi maintenant? Qui se permet de prendre des risques comme ça au cinéma? Personne. Lui, il te casse la narration, il se permet de mettre sa voix off, son entracte, il dit bah les couilles, je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est mon film. Et ça, c'est original, c'est ça que je veux voir. C'est des prises de risque au cinéma. Exceptionnel The Hateful Eight, vraiment très beau. En 43, La Corde, Rope de Alfred Hitchcock, sorti en 48. Alors peut-être que certains d'entre vous n'ont pas vu le film, et vous allez peut-être vous dire ouais mais c'est un vieux film, c'est quoi ce truc que tu nous conseilles? Vraiment, matez-le. Parce que c'est je crois, un des premiers films réalisés entièrement en plan séquence. Alors c'est pas un vrai plan séquence dans le sens où Hitchcock coupe parfois de manière assez subtile, ça se voit, hein, avec les bons transferts ça se voit, mais il coupe dans le dos des acteurs, sur fond noir, et il reprend après son plan, mais on a l'impression quand tu mates le film, c'est vraiment très bien fait quand même maintenant ça tient encore la route, que tout est fait en une seule prise. Donc avoir cette idée, faire un film, un long métrage en 48 qui tient sur un plan séquence intégral, donc ça c'était bien avant Birdman, hein, incroyable, c'est ouf, avec les caméras très lourdes de l'époque où ils tournent en pellicule. Mais c'est pas que ça, c'est pas que le côté technique. Ce que j'adore, c'est que ces deux jeunes, il y a un des deux qui a tué quelqu'un et il a planqué le cadavre dans un coffre et ils l'ont caché sous une table. Et là du coup, il se lance un défi, il veut inviter des gens et il dit tu vois, on va faire un repas et personne ne saura qu'on a tué quelqu'un parce qu'on est trop des génies. Voilà, et donc il y a des gens qui vont arriver, le dîner va se passer à peu près normalement, mais il y a un cadavre dans la pièce qui est planqué. Ça se passe en plan séquence, c'est Hitchcock. Exceptionnel, faites-moi confiance, mettez-le. En 42, Le Fugitif avec Harrison Ford et Tommy Lee Jones, sorti en 93. Et c'est réalisé par Andrew Davis. Dr Richard Kimball, je n'ai pas tué ma femme, j'en ai rien à cirer. Énorme. Putain, ce film, je l'ai maté 10-15 fois quand j'étais gosse. Voilà, donc c'est un docteur qui est accusé injustement du meurtre de sa femme. Harrison Ford joue le fugitif. Tommy Lee Jones joue l'US Marshal qui va le choper. Du lourd, je vous en dis pas plus. Matez-le, et pour ceux qui l'ont vu, vous savez à quel point il est exceptionnel. En 41, le cultissime Scarface de Brian De Palma, sorti en 83. Attendez, il y a une sirène là, je sais pas ce qui se passe, c'est pas grave, on va continuer. Je l'ai découvert vraiment très tard, honte à moi. J'ai adoré la BO de Giorgio Moroder, exceptionnelle. Et alors pour ceux qui ont vu mon analyse de découpage de Phantom of the Paradise, je pourrais vraiment vous refaire la même sur Scarface qui est aussi bien découpé. Vraiment des intentions de réalisateur de De Palma au top. Et j'ai adoré cette histoire d'immigré cubain qui va se faire tout seul, voilà, qui va gravir très vite les échelons et devenir un putain de gangsta. Et la fin est juste ouf. Je reprocherais juste qu'à la fin c'est un peu trop cartoon. Voilà, à la fin on a du mal à y croire. Mais ça peut justifier, je pourrais éventuellement vous faire une vidéo là-dessus. Voilà, vous m'excuserez d'être aussi rapide, mais bon, il y a 50 films à faire. C'est compliqué. Scarface, pour ceux qui l'ont pas encore vu, vous passez à côté d'un mythe. En 40, Drive de Nicholas Winding Refn, sorti en 2011. Alors ça c'est une excellente surprise. J'étais allé le voir au cinéma, je m'attendais absolument à rien. J'ai été vraiment mis sur le cul, j'ai adoré la BO, donc bon, le son de Kavinsky, là on l'a un peu trop entendu, mais il n'empêche que j'ai adoré cette putain de BO, vraiment très référentielle aux années 80. Pareil pour le teint de l'image, les cadres, la réa de Winding Refn. Oh là 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 là, là j'ai vraiment un régal. C'est vraiment un des rares films des années 2010 qui m'a mis sur le cul, que j'ai vraiment surkiffé, que j'ai maté plusieurs fois. Ryan Gosling, magnifique. Voilà. C'est compliqué de parler des films qu'on a vraiment aimés, hein. C'est chaud. Mais ouais, exceptionnel. L'histoire, ce que ça raconte, puis j'ai beaucoup aimé le côté subtil, c'était... Ouais, c'était en même temps que Breaking Bad, vous me direz, ce côté un peu subtil, sur la retenue, avec peu de dialogue. J'adore. J'adore quand ça économise un peu les mots, quand il y a juste l'ambiance qui s'installe avec les sons, avec les cadres, les plans qui durent. L'affrontement, l'enjeu qu'on nous propose un truc, quoi. Je vous spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu. Maté Drive. D'urgence. En 39,
Whiplash de Damien Chazelle, sorti en 2014. Alors ça pareil, je l'ai vu très tard, on m'a dit faut que tu mates Whiplash. Effectivement, du très lourd. Donc Damien Chazelle pour moi il fait vraiment partie des rares excellentissimes réalisateurs de notre époque. Je parle dans les jeunes. Putain mais quel talent quoi, quel talent. Ce film c'est un petit peu... comment on pourrait dire, une allégorie, une métaphore de ce que c'est que de devenir un Super Saiyan. Vous voyez, pour ceux qui aiment Dragon Ball Z, matez Whiplash. Donc c'est un mec, un jeune joueur de batterie, qui va tomber dans un cours avec un prof complètement cinglé, joué par l'excellent J.K. Simmons. Oh là 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 là. Putain mais... J'adore cet acteur, bon déjà dans les Spider-Man j'adorais, mais alors là... L'interprétation de ce prof complètement timbré, qui n'a aucune limite, qui va pousser son élève dans ses derniers retranchements, et cet élève justement qui va tenir cet entraînement, qui va vraiment se dire ok, je vais y arriver, je vais devenir le meilleur batteur, je vais être à ton niveau, tu vas voir. Il y a vraiment une relation prof-élève dans ce film, mais que tu vois pas ailleurs. J'ai adoré ça parce que maintenant c'est vrai que vous savez on est dans une époque qui est très lisse quoi, vraiment faut bien faire ses petits devoirs à droite à gauche, faut pas aller trop loin avec les élèves, pareil pour les profs, enfin pareil pour tout en fait, faut pas aller trop loin. Et là putain là c'est une question d'ambition, c'est ça que j'aimais dans ce film, et la réa est au niveau de l'ambition des personnages du film. C'est ça que j'aime, c'est l'ambition, c'est chercher dans ses tripes. Excellent, Whiplash, mortel, j'aurais pu le mettre beaucoup plus haut. Mais possible qu'il soit beaucoup plus haut dans quelques années. En 38, j'ai mis Kill Bill volume 1 et 2, sortis en 2003 et 2004 respectivement. Je les ai regroupés en un seul film parce qu'à la base, ce film avait été présenté à Cannes en 2003, apparemment en un seul film. D'accord? Mais évidemment pour des raisons d'exploitation, Tarantino et les producteurs, en l'époque Weinstein, ils ont choisi de couper le film en deux. Donc Tarantino a promis depuis plus de 15 ans, enfin non, un peu moins, mais voilà, depuis 2003-2004, il avait dit vous inquiétez pas, un jour vous verrez ce montage intégral avec Kill Bill 1 et 2. En 2017, on l'a toujours pas, mec. Je me demande où est ce putain de montage, j'aimerais bien le voir en un seul film. En tout cas, j'ai pris ma claque, je suis allé voir le premier en 2003 au cinéma, le deuxième aussi au cinéma en 2004. Une claque, une leçon de cinéma. Il y a énormément de choses dans ce film, il y a beaucoup d'intention, de mise en scène. Pareil dans le découpage, mais ce que j'ai adoré aussi, c'est les risques, encore une fois, qu'il prend Tarantino. Là, t'as carrément une séquence entière en dessin animé. Putain, mais c'est génial ça. Ça m'a vraiment marqué. Voir qu'on passe du film live à ce dessin animé, génial. C'est énorme. À la BO, les musiques et les piochets monumentales, voilà l'histoire que ça raconte. Tuer Bill, retrouver ce mec-là. Ah putain, exceptionnel. De toute façon, il faudrait que j'en parle pendant une demi-heure, une heure, pour bien en parler. Matez Kill Bill, mortel. Bon, en 37, vous m'excuserez, je l'ai replacé. AI de Steven Spielberg. Donc, intelligence artificielle, sortie en 2001. Voilà, bon, pareil, je l'ai mis dans la vidéo top 10. J'ai essayé de pas mettre trop de vidéos du top 10 précédent. Mais bon, là, j'étais obligé. Encore une fois, je suis allé le voir en 2001 à New York. J'ai pleuré. Je l'ai revu plein de fois, à chaque fois je pleure. Magnifique film. J'ai pas grand chose à dire de plus que ce que j'ai dit dans le top 10. Matez-le. 36, Retour vers le futur de Robert Zemeckis, de 85. Matez-le. C'est compliqué, mais je devrais vous dire, ouais, matez-le, je aussi. Bon, Retour vers le futur, qu'est-ce que je peux dire de plus? Marty, Doc, nom de Zeus. Voilà, bon, là on pourrait carrément dire que je mets les trois films, mais le premier c'est vraiment mon préféré. Parce que j'aime beaucoup la période années 50 dans laquelle ça se passe. J'aime beaucoup le 2 aussi, un peu moins le 3. Mais bon, évidemment, faut mater les 3. Des films que j'ai maté je sais pas combien de fois étant gosse. Une OST juste cultissime. Ah, voilà, du très grand travail. Je vais être nul pour en parler. C'est un des films que je mate régulièrement, au moins une fois par an. Et je mate les 3 une fois tous les 2-3 ans. Voilà, je pense que vous connaissez tous. Je vous apprends rien. Culte. En 35, j'ai mis The Matrix, sorti en 99, des frères Wachowski. Ah non, pardon, faut dire les sœurs Wachowski maintenant, et parce que vous savez qu'ils se sont fait refait. Enfin... Le problème maintenant, c'est que quand tu dis des trucs comme ça, tout de suite c'est connoté négatif. Genre, regardez, il a dit pédé, il a dit trans, il a dit. Attendez, je vais la refaire. En 35, Matrix, des sœurs Wachowski. Merde, putain. Ah, c'était des frères à l'époque, du coup, comment on dit 35, Matrix, Wachowski, 99. En 35. En 35.
Matrix, Wachowski, 99, les Wachowski. En 35. Je vous présente Matrix. Putain, ce top de merde. En 35, The Matrix, des frères Wachowski. Non, oui, frères Wachowski, c'est ça. Putain. Putain, c'est nul, c'est nul. En 35, Matrix des Wachowski. Ah mais non, du coup là je suis plus... Oh putain, je crois que franchement je suis désolé là, c'est... La première fois que je fais autant de prises depuis que j'ai recommencé les putains de vidéos il y a quelques mois. C'est... Comment on dit? En 35. En 35. En 35. En 35. Matrix, Wachowski, oui, les frères, on sait plus. En 35, messieurs. Je peux plus être sérieux là, j'arrive plus. C'est foutu, on est mort. Ah non mais c'est à bider là, faut laisser des dislikes d'ailleurs. Moi je me désabonne. J'étais abonné, oui, je suis abonné à mon propre compte. Je me désabonne, je me désolidarise. C'est pas mal cette petite figure. Je me retrouve tout seul et je parle tout seul. C'est ça la théorie du chaos. Oh putain, j'avais la cigarette dans l'autre sens. En plus je suis baisé là maintenant parce que j'ai un faux raccord avec la clope. Ça va? Ouais, parce qu'en fait, il n'y a personne derrière la caméra, je suis tout seul. Je me parle tout seul. En 35, The Matrix des Wachowski, sorti en 99. Bon, j'ai eu beaucoup de mal à sortir le truc. Je ne sais pas si je vais laisser les plans précédents là. C'est chaud. Je sais pas. Enfin, bref, c'est n'importe quoi là, ça devient n'importe quoi. Bon, culte Matrix, énorme, exceptionnel. J'ai adoré. Voilà, c'est nul. Allez, je vais la garder, on s'en fout. Très bon. Maintenant, voilà, comme pour Star Wars, le 2, déjà le 2 m'a choqué quand il est sorti en 2003, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, là, vraiment ils sont partis dans un truc, je sais pas quoi là, j'ai pas bien compris. Il y avait plein de théories sur des forums, j'ai regardé, il y avait plein de propositions très intéressantes pour la suite, et alors quand Matrix Révolution est sorti, mais laisse tomber la déception, mais tout ce qui se passe là, la bataille avec Zion, mes couilles là, rien à foutre. Seul truc pour moi qui était intéressant, c'était le duel final. Mais le film traîne en longueur, le passage avec Trinity là, j'ai mis un quart d'heure pour mettre mes bottes, inintéressant. Très déçu du 3, et voilà, même le 2, du coup, rétrospectivement pas terrible, mais du coup ça déteint sur le premier. Mais le premier reste culte, je l'adorais à l'époque. Et évidemment, on se pose tous la question des fois, est-ce qu'on serait pas dans la matrice? Moi je vous avoue que c'est vrai que si je me réveillais et qu'on me disait que tout ça c'était un cauchemar, hein, que Webedia n'existait pas, etc., mais je serais très content de vivre dans la matrice là, et enfin de me réveiller. Mais débranchez-moi très vite. En 34, Raging Bull de l'excellent Martin Scorsese, sorti en 1980. Alors je crois que c'est vraiment le seul film de Scorsese que j'ai mis dans ce top. Je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment son meilleur film? Pour moi, oui. Très bon, c'est un peu comme pour Rocky, c'est qu'on a l'impression qu'on va avoir affaire à un film de boxe, sur la boxe en tout cas, et pas vraiment. C'est un film avant tout sur les relations humaines, et vraiment là c'est un biopic, c'est une histoire vraie, je me suis renseigné après, c'est vraiment l'histoire de Jake de la Motta, qui est devenu de plus en plus paranoïaque au fur et à mesure de ses combats parce qu'il se prenait des coups dans tous les sens, et est devenu extrêmement violent avec sa femme, il l'a tabassé. Je me suis même demandé comment ça se faisait que pour l'avant-première de Raging Bull, ils se sont retrouvés, comment une femme peut accepter de revoir un mec pareil, c'est un truc de ouf, leur histoire est complètement dingue. Elle a sorti un livre à titre posthume, là elle est morte il y a quelques temps, elle a sorti un livre du coup, qu'il faudrait que je lise. Du coup je crois qu'elle retrace son histoire avec Jake de la Motta, et là vraiment dans les détails, parce qu'évidemment là Raging Bull c'est une des versions de l'histoire, donc qui est déjà vachement chaude pour Jake de la Motta, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de trucs qu'on ignore. En tout cas un très grand film de Scorsese, très ambitieux, découpage réa exceptionnel, voilà ce choix du noir et blanc très pertinent par rapport à l'époque à laquelle ça se passe, du très lourd, j'adore ce film, un must. En 33, le mortel Funny Games US de Michael Haneke, sorti en 2007. Donc j'en ai parlé pareil dans la vidéo top 10 précédente. J'ai dit que j'avais pas mis beaucoup de films de stop, mais il y en a quand même quelques-uns. Bon bah celui-là j'ai tout dit dans le top précédent, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait là-dessus. Très bon, c'est un film que je remate avec plaisir. Et à chaque fois, j'espère que cette famille va s'en sortir. À chaque fois que je mate le film, je me dis putain faut qu'il s'en sorte. J'adore comment c'est fait, la réalisation, brisage du quatrième mur, enfin... Très lourd. Funny Games US, matez-le. Ou l'original. En 32, Pulp Fiction de Quentin Tarantino, encore une fois, c'est vraiment le dernier film de lui que j'ai mis dans le top, sorti en 1994. Voilà, je pense que je rejoins beaucoup de monde là-dessus, pour moi c'est son meilleur film aussi.
Effectivement, on pourrait dire que tout est déjà dans Reservoir Dogs au niveau de comment il a géré le montage, comment il a habillé le film, même au niveau du découpage de la etc. On voit d'énormes liens de parenté entre les deux. D'ailleurs, il y a une légende urbaine qui dit que un réalisateur reproduit toujours son premier film. Et pour Tarantino, c'est vrai qu'on pourrait se dire un peu ça, que souvent il y a énormément de similarités entre ses films. Mais Pulp Fiction, ce qui fait tout, c'est l'ambiance, la galerie des personnages, l'histoire que ça raconte, et pour moi le montage qui va encore plus loin que dans Reservoir Dogs. Voilà, le remontage des séquences, comment elles sont agencées, la fluidité du métrage globalement, pour moi c'est encore plus frappant que dans Reservoir Dogs. Voilà, pour moi c'est son meilleur film. En 31, Le Pari des Inconnus, sorti en 97. Pour l'anecdote, à l'époque j'étais avec mon oncle et mes cousines. Il y avait Spice Girls, le film qui passait au cinéma, et Le Pari. J'ai choisi Spice Girls, le film. Un truc de ouf. Bref, Le Pari, c'est un film culte. Voilà, un de mes films préférés, un de mes films de chevet, on va dire, que je mate 2-3 fois par an. Je m'en lâche jamais. Exceptionnel. Puis là, je vais même pas, voilà, c'est ce genre de film, vraiment un peu comme Les Clés de bagnole. C'est pas vraiment ses qualités en tant que film là que je juge. C'est pas ça, je vous dis pas, c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma, bien évidemment que non. Mais ça, on s'en fout, j'ai envie de dire. C'est le truc, c'est que ça me parle. Le truc, c'est que ça me fait marrer. Déjà, quand j'étais ado, ça me faisait marrer. Et même maintenant, à l'âge adulte, là, j'ai commencé la cigarette, mais ça me parle plus que jamais, quoi. C'est à mourir de rire. C'est pertinent et c'est juste fun, quoi. Voilà, c'est très très bon, il y a une putain de bonne ambiance. Je sais pas, t'as l'impression que ces mecs-là sont tes potes, que t'as envie de les accompagner dans leurs galères et de t'en sortir avec eux. Voilà. Exceptionnel Le Pari. Génial. En 30, je ne pouvais pas ne pas mettre Interstellar. Bon là c'est Thomas qui m'a dit tu déconnes, faut le mettre. Ouais c'est vrai, il a raison. Enfin, je l'avais déjà mis mais je l'ai mis beaucoup plus bas dans le top, je l'ai remonté un peu. Vous pouvez remercier Thomas. Donc de Christopher Nolan, sorti en 2014. Non, en fait c'est encore un des films que j'ai mis dans le top 10 précédent. Bah, excusez-moi parce que je l'avais monté là. Bref. Très 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 lourd, j'en ai parlé dans les vidéos top 10 précédents. Allez mater ce que j'ai dit là-dessus. Je vais pas en reparler. Génial. En 29, là je crois que c'est vraiment le dernier film de la liste qui vient des années 2010, Génie, le merveilleux La La Land de Damien Chazelle, sorti chez nous en début d'année et fin d'année dernière aux States. La La Land, moi vous savez je déteste quand il y a une promo comme ça avec des posters qui te marquent, ouais, le meilleur film de tous les temps, génial, du génie, magnifique. Ça a tendance à me rebuter un peu, à cause de mon esprit un petit peu réactionnaire des fois, un petit peu rebelle, que je n'aime pas d'ailleurs. Ça me fait proprement chier pour moi d'ailleurs d'être comme ça. Mais je suis allé voir le film malgré tout. Je suis allé le voir 2 fois du coup au cinéma, tellement j'ai adoré, j'aurais aimé le revoir une 3e fois. Et je l'ai revu du coup en Blu-ray après. J'ai vu, c'est très 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 rare que je mette un film 3 fois dans la même année, donc un film qui vient de sortir surtout. Mais ça m'a touché à un point, mais vous imaginez pas. Bon, je passe sur la réelle découpage, les intentions, les notes d'intention de Damien Chazelle, top réa, c'est magnifique, c'est vraiment, là de toute la liste, tout ce que je vous ai dit pour les années 2010, là c'est clairement le meilleur film. Meilleure réalisation, avec le Hateful Eight des années 2010, c'est une tuerie. Voilà, pourtant je suis vraiment pas fan de comédie musicale, mais ce qui m'a touché c'est vraiment l'histoire. Bon, j'ai adoré Ryan Gosling, j'ai adoré Emma Stone, 2 acteurs exceptionnels, la BO, mais monumentale, je réécoute encore même maintenant. Alors la BO déjà après le film, je l'ai écouté dans ma bagnole tout le temps, j'écoutais tout le temps en boucle, hein. Ça devenait maladif, hein. Et même maintenant je l'écoute encore. Les sons ne sortent pas, j'ai même appris à jouer des musiques au piano. Puis voilà, moi c'est l'histoire avant tout, c'est le scénario, c'est que ça touchait mon cœur, c'est que ça touchait mes tripes, c'est magnifique à La Land. Parce que c'est tellement réaliste, quoi, c'est tellement traité, c'est pas traité comme à la Disney, quoi. C'est que ce qui se passe à la fin du film, c'est ce qui se passe souvent dans la vie, quoi. Voilà, il y a la question de l'ambition, à quel point tu es ambitieux et à quel point tu vas gérer ta relation amoureuse. Est-ce que tu vas laisser tomber, qu'est-ce que tu vas privilégier? Est-ce que tu vas refaire ta vie avec quelqu'un que t'aimes pas et tu vas avoir un gosse avec, etc. etc. Magnifique, La La Land, une tuerie. En 28, Mulholland Drive de David Lynch, sorti en 2001, chez nous je crois en 2002, film que j'ai vu avec mes parents à l'époque. Je vais peut-être déjà raconté à certains d'entre vous l'anecdote de Jamel Debbouze. On était sortis de cette séance de Mulholland Drive, on sort et puis là on voit une Ferrari violette qui se fait arrêter par les flics. Et il y avait Jamel Debbouze qui est sorti, puis alors là, pas de problème, vu que c'est Jamel, les flics, oh Jamel, trop cool, un autographe, bref, je m'égare, mais quand je repense à Mulholland Drive, à chaque fois je repense à cette anecdote. Bref, c'était le premier film de David Lynch que je voyais au cinéma, et même premier film de David Lynch tout court que je voyais,
Et j'ai été profondément perturbé par cette vision de film parce que je n'ai pas compris, j'ai rien compris en sortant. Mais j'ai été hypnotisé, j'ai été pris dedans. Ça m'a marqué, j'ai eu envie de le revoir, de le revoir, de le revoir. Du coup, je me suis fait toute la filmo de Lynch. J'ai adoré du coup son univers, ce qu'il proposait. Parce que là, c'est différent, parce qu'il ne donne pas toutes les clés, c'est à toi de chercher. Et pourvu que tu sois pris par l'ambiance de son film, de ses films, de ce qu'il raconte, des émotions qu'il véhicule, On vit tous dans un rêve. Mais qui est le rêveur? Exceptionnel de Lord Brel. Certainement un de ses meilleurs films, mais il y en a un qui est meilleur pour moi. En 27, The Terminator de James Cameron, sorti en 84. Bon là, je pourrais vous dire génial, génial. C'est super intéressant ce que je suis en train de dire. C'est génial, oui. Je serais très mauvais pour en parler là en 2 minutes. Faudrait que j'en parle pendant 1 heure, mais ce film m'a vraiment, vraiment marqué. Je l'ai vu quand j'avais 7 ans, au Zimbabwe. Ma mère avait loué la VHS. D'ailleurs, je vous parlais d'un autre film qu'elle m'a loué quand j'étais petit, vous allez halluciner. Parce qu'elle avait un vidéoclub là-bas, et du coup j'ai pu mater pas mal de films pour la première fois comme ça. Et j'ai découvert The Terminator en VHS tout seul, et j'ai flippé ma race. J'avais genre 7 ans. Parce que James Cameron reprend les codes du film d'horreur. On dirait un film d'action, hein, quand tu le mates comme ça on dirait un film d'action, sauf qu'en fait il reprend vraiment tous les codes du film d'horreur, avec Terminator qui est un peu un boogeyman, et il va poursuivre ses victimes qui sont Sarah Connor et Kyle Reese. Exceptionnel, et la BO de Brad Fiedel, magnifique, je l'écoute encore. Génial, de toute façon j'ai rien à vous apprendre, matez-le, rematez-le, sans modération. En 26, Jurassic Park de Steven Spielberg, sorti en 93. Alors là, je vais exactement redire ce qu'a dit James Rolfe Lavegene dans sa vidéo. J'ai maté son top 50 que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est très perso. Je suis quasiment d'accord avec aucun des films de son top, enfin je les aurais pas mis là, mais j'adore du coup parce que moi j'ai découvert certains films que je connaissais pas. Et du coup je vois un peu ses influences, donc j'ai beaucoup aimé son top. Et on a un point commun, c'est que Jurassic Park, on pense exactement le même truc. Je vais répéter ce qu'il a dit. Moi j'ai vu ce film au cinéma quand j'avais 6-7 ans avec ma mère, ouais c'était en 93, j'avais 6-7 ans. Je ne sais pas comment elle a fait d'ailleurs pour m'emmener parce que je crois que c'était interdit au moins de 12 ans. En tout cas je vous promets, je l'ai vu à Belle Épine. Et j'en suis ressorti, je lui ai demandé, mais maman, c'est des vrais dinosaures, comment ils ont fait? Je crois qu'ils étaient morts. Elle m'a dit, mais non, mais c'est des effets spéciaux mon fils. Moi je lui ai dit, mais attends, mais non, c'est des vrais dinosaures, ils étaient là. Elle m'a dit, mais non, c'est des effets spéciaux, c'est la magie du cinéma. Moi je comprenais pas, du coup après j'ai eu la VHS, j'ai rematé le film, et j'ai attendu des années avant de comprendre. C'est comme quand elle m'avait expliqué le coup des doublages. Moi quand j'étais petit, Terminator 2 par exemple, alors ma mère me l'a très mal expliqué, parce que je lui ai dit, mais Terminator là il parle vraiment français? Je vous jure, je vais me poser la question. Elle m'a dit mais non, c'est doublé, c'est doublé, quelqu'un qui parle en français par-dessus, donc ça m'a énormément déçu d'apprendre ça. Hein. Quand ma mère m'a dit ça, j'ai dit quoi, ils parlent pas vraiment français? Elle m'a dit non, ils font. Et quelqu'un double ensuite dessus. Alors en fait elle m'a dit n'importe quoi. Du coup je pensais que le Terminator c'était des gens qui faisaient, enfin genre les acteurs qui faisaient tous, et quelqu'un parlait par-dessus. Bref, elle non plus n'avait rien compris. Hein. Maman, si tu regardes cette vidéo, tu n'avais rien compris non plus. Bref. Je repense à ça parce qu'en sortant de Jurassic Park, vraiment, je lui ai posé la question. Et bref, j'ai rematé le film, je sais pas combien de fois en VHS quand je l'ai eu à Noël. Et ça a pris des années avant que je comprenne la magie derrière, les images de synthèse, le travail d'ILM, donc pour Terminator 2 et Jurassic Park, également les animatroniques. Mais Jurassic Park, ce qu'avait dit James Rolfe, je suis totalement d'accord, il n'y a jamais eu de révolution technique aussi bluffante depuis. C'est-à-dire que à l'époque, moi je suis ressorti de Jurassic Park, moi j'étais gosse, vous me direz, mais je croyais que c'était des vrais dinosaures. Bon alors oui, j'étais gosse, j'étais impressionnable, etc. N'empêche que quand tu remates le film, il tient encore la route. Et c'est vrai que les films d'après, même de ILM, les effets spéciaux d'ILM, il n'y a pas eu une avancée technique aussi importante que Jurassic Park. C'est limite en fait, quand j'ai vu Jurassic World, j'étais déçu en sortant. Je me suis dit putain, ça a quasiment pas évolué depuis 93. En plus à l'époque, il faisait... C'est ça aussi, il faudrait vraiment que je dédie une vidéo là-dessus, mais il faisait exprès de faire en sorte que beaucoup de séquences se passent de nuit. Comme ça on voyait pas trop les effets spéciaux. Et maintenant vous verrez que oui, alors maintenant il se la pète en disant regardez c'est encore mieux fait qu'avant, oui c'est un peu mieux fait, mais le fait de tout mettre de jour, on grille les SFX, les CGI de très loin. Et c'est plus aussi bluffant qu'avant, je jure. C'était non seulement c'était plus impressionnant avant, parce que c'était nouveau, et que c'était juste hallucinant, mais en plus il y avait des choix de mise en scène et d'éclairage qui rendaient les effets spéciaux encore plus crédibles. C'est quoi cette manie de foutre des CGI en plein jour? C'est dégueulasse, enfin des fois on le voit quoi, on voit que c'est fake. Bref, Jurassic Park, qu'est-ce que je peux vous dire? Malcolm avait raison. Ouais. Vous n'avez pas dit le mot magique, enfin, exceptionnel. Spielberg, John Williams, Jeff Goldblum,
magnifique, culte, génial, exceptionnel, matez-le, vous le connaissez tous de toute façon.